Allez, la troisième partie de cette émission avec Guillaume qui est avec nous. Salut Guillaume. Salut. Comment vas-tu? Salut, tu m'entends? Très très bien. Ah ben parfait. Oui, du coup, pour revenir sur la VAR, par exemple, il y a, comme dirait mon père, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais ouvriers. Donc c'est vrai que la VAR, ça peut être bien, mais quand on voit au rugby, par exemple, c'est bien utilisé, quoi. Et il y a beaucoup moins de scandales que dans le foot, quoi. Exactement. Et puis les arbitres au rugby sont sonorisés, donc ils expliquent leur choix. Ça, oui, ça joue beaucoup aussi. Et c'est vachement agréable. Tu as tout à fait raison. Même s'il y a déjà eu des dingueries aussi. Tous les joueurs et tout le stade voient l'image. Donc déjà, le joueur, il peut pas prendre l'arbitre pour un con à lui dire ah non, j'ai rien fait, alors que tout le monde vient de voir l'image, quoi. Donc déjà, ça joue aussi sur l'utilisation de la VAR. C'est clair. Sinon, tu appelais pourquoi, toi, Guillaume? Tu voulais parler de quel sujet? On peut parler un peu soit tactique, soit des cas particuliers des joueurs, comme tu préfères. Vas-y. Moi, surtout, le gros problème que j'ai avec cette équipe, c'est qu'on n'est que deux au milieu, en fait. Avec Højbjerg, Rongier ou Benacer, peu importe. Et que quand tu perds le ballon, en contre-attaque, ben, à deux, ils doivent gérer tout le terrain. Et c'est là que moi, je trouve c'est compliqué. Tu te retrouves souvent avec un défenseur central ou deux qui sont en 2 contre 2 ou 2 contre 3, quoi. Et du coup, c'était pour ça qu'il fallait, je pense, repasser avec défense à 4, avec 3 milieux de terrain, avec un mec derrière les deux pour couvrir un peu plus d'espace, quoi. Tu as raison dans ce que tu dis. Enfin, tu as raison. Jouer on parle beaucoup de la défense, mais je pense que ça vient aussi de ce milieu qui est pas assez fourni, quoi. Bah, ouais, si ce n'est que Tudor, il joue aussi dans ce système-là et qu'il avait aussi deux défenseurs et que ça marchait plutôt bien. Ouais, mais en fin de saison, il a eu des difficultés aussi, pareil, parce que sur le cardio pour les pistons, c'est compliqué. Et... Ok, Guillaume, j'entends ce que tu dis. En vérité, il n'y a aucun système parfait. Le 3-5-2, il a ses limites. Le 3-4-3, il a ses limites. Le 4-4-2, il a ses limites. Le 4-3-3, il a ses limites. S'il y avait le 4-2-3, il a ses limites. S'il y avait un système tactique parfait, tout le monde le citerait. Donc, pour moi, c'est pas un problème de tactique. Pour moi, le problème, et je ne vais pas inventer l'eau chaude, je vais juste dire quelque chose qui est une évidence pour tout le monde, c'est que De Zerbi l'a dit, il a toujours joué avec 4 défenseurs. Dans toute sa vie, si tu regardes ses compos, hormis peut-être une prestation par-ci, par-là, où il s'est adapté à une circonstance, mais sinon, il a toujours joué à 4 derrière. Pourquoi il ne joue pas à 4 derrière? Parce que malheureusement... parce que Balerdi ne peut pas jouer à 4 derrière. Et il est beaucoup meilleur à 3 et il a du mal à passer à 4, je pense, Balerdi. Et c'est pour ça aussi que peut-être on va le vendre, je pense que c'est un de ses soucis à Balerdi. C'est qu'il est beaucoup plus à l'aise dans une défense à 3 qu'à 4. Il y a ce facteur-là. Et surtout, tu mets qui avec Balerdi? En début de saison, on aurait pu imaginer Balerdi axe droit, Brassier axe gauche, donc dans une défense à 4, Murillo à droite et Quentin Merlin à gauche, et tu avais ta défense à 4. Sauf que Brassier était nul. Il était nul. On a commencé la saison à 4, rappelle-toi bien. Aussi en début de saison, c'est vrai. On a commencé comme ça en début de saison. Mais quand tu as perdu à Auxerre, De Zerbi s'est dit je peux pas continuer comme ça, en fait, on n'y arrive pas à défendre à 4. On n'y arrive pas. Qui que je mette, donc il est passé mais il pourrait aussi faire redescendre Rabiot vraiment en milieu, parce que là il doit couvrir le côté, il est un peu offensif, et juste laisser 2 pointes, Gouiri et Greenwood, qui peuvent un peu être libres devant, et comme ça t'as quand même 3 milieux, vu que t'as souvent le ballon, ils vont quand même se projeter, quoi. Rabiot, même s'il est un peu plus bas au début sur le terrain, il va quand même se projeter, et tu as un peu plus cette sécurité au milieu, quoi. Moi, tu sais, Guillaume, si on est un peu sérieux 5 minutes, et je sais que tu l'es, hein, c'est pas je te clash pas ou je te pique pas, mais c'est une expression générale. Si on est un peu sérieux 5 minutes, à quel moment vous avez vu des buts où l'adversaire nous a mis à mal? C'est tout le temps des erreurs individuelles. C'est la plupart du temps des erreurs individuelles. C'est pas notre système qui est à revoir. Notre système, il marche bien. Moi, j'étais à Monaco. Le premier but, c'est un manque d'agressivité, c'est un manque de détermination. C'est le Roulis qui, d'habitude, peut-être en début de saison, avec la confiance, il aurait capté la première frappe. Et là, il a relâché, ça repart sur l'attaquant monégasque. Et puis, il y a un cafouillage. Et les monégasques, qui sont plus prompts que les Marseillais. Et donc, ils arrivent à marquer. Mais c'est un cafouillage à la base. C'est un coup de billard, quoi. Ils ont quand même un peu de chance que le ballon il revient au bon endroit, quoi. C'est un coup de billard. Le deuxième but, il y a une passe en profondeur pour Mbolo. Le mec est tout seul. Il est tout seul. Ouais, ça arrive souvent. Les buts en contre-attaque, c'est qu'on en a quand même pris beaucoup cette saison, quoi. Oui, sur des phases de transition où tu as le milieu de terrain qui perd ton ballon, derrière, tu es ouvert, quoi.
Oui, mais pardonne de te le rappeler, Guillaume, pardonne de te le rappeler, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la partie décryptage. Moi, je regarde souvent les matchs européens, je vois souvent les matchs du Barça. Koubarsi, tout le monde te dit, c'est Emino, ça va devenir le nouveau phénomène défensif. Tu veux que je te dise le nombre de fois en contre-attaque où il a merdé par une erreur de relance, parce qu'il se fait prendre dans son dos, parce qu'il manque un tacle, parce que... Et c'est Koubarsi. Van Dijk, tu veux que je te montre des images avec Van Dijk à Liverpool où il se fait... Ben, donc c'est le foot. Ben, nous aussi, Balerdi, des fois, il passe à côté, des fois, Murillo, il passe à côté, c'est le foot. Mais je vais pas tuer les gens. Et vous savez quoi? Ah non, mais moi je suis pas alarmiste, hein. Moi je pense que même si on finit 4e ou 5e, il faut absolument garder De Zerbi, parce qu'il y en a marre de changer chaque année, que c'est quand même un bon coach, même s'il a pas tout fait parfaitement, c'est sa première saison, on a changé tout l'effectif, et voilà, quand j'entends parler de crise dans les médias nationaux, tout ça, on est quand même 2e, on était 3e avant le dernier match. C'est pas, il faut se rappeler que la saison dernière, on finit 8e quand même. On est dans la lutte avec toutes les autres équipes, quoi. Et on les a laissés dedans, contrairement à ce que certains peuvent dire que c'est eux qui nous ont laissés dedans. Si on perd pas à Reims, si on perd pas certains matchs, on est 2e avec 6-7 points d'avance, là, actuellement. Sans parler de l'arbitrage non plus. Donc, il n'y a pas de crise à Marseille, quoi. Et je pense que tout ce qui est les médias autour de l'OM fait qu'ils partent aussi à Rome, parce que on a l'impression qu'on joue la relégation, quoi, des fois. Super, Guillaume. Ben écoute, voilà. Je te remercie beaucoup pour ton intervention et du coup j'entends tes reproches où pour toi on n'est pas assez fourni au milieu de terrain, mais en réalité je pense plus que, comme l'a dit Ladgar, on essaye de jouer haut avec cette équipe, plus ou moins haut, et c'est vrai qu'on n'a pas de défenseurs rapides, que ce soit les Kondogbia, les Cornelius, j'en passe et des meilleurs. On a été souvent mis en difficulté, donc il faudrait pour la saison prochaine qu'on ait plus de défenseurs qui soient capables à 1 contre 1 d'aller plus ou moins vite et pas des gens plus lents. On va avoir un second à 4, un second appel. Je regarde pendant ce temps ce que vous me dites. Il est repassé à 3, nous dit Charlie Goyard, quand Merlin s'est blessé longtemps en début de saison, car on avait 0 vitesse derrière avec Brassier Cornelius à côté de Balerdi. Allez, on a Dédé en ligne. Allô. Merci Dédé. Marine, si tu veux rafficher le numéro, comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut encore appeler, on pourra prendre l'appel. Pendant ce temps, Dédé, qu'est-ce que tu nous racontes? Eh ben écoute, un peu impressionné de vous avoir parce que je suis un fervent suiveur. Je voulais vous appeler surtout pour vous féliciter parce que vous faites vraiment passer des super moments. C'est la première fois que je vous regarde en direct, en fait, je me tape tous les replays. D'accord. Tout le temps. Talk Show et Wemo Café réunis. Bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, c'était principalement pour ça. Je suis super impressionné. Ça me fait un gros kiff. J'ai des belles connexions avec Marseille. En fait, je suis supporter depuis 87, depuis le fameux match contre Hajduk Split en Coupe des Coupes, en quart de finale, où après on avait perdu contre l'Ajax. Je suppose que tu t'en souviens. Ouais. Voilà. Et depuis, bon, j'allais beaucoup à Marseille à l'époque, parce que maintenant je suis à Bruxelles depuis 35 ans, mais j'ai ma famille à Lyon. Et allez, je suis un joueur de pétanque, en fait. Et je descendais souvent à Marseille. Et à l'époque, dans l'ancien Vélodrome, j'étais souvent, j'avais la chance d'avoir des gens qui m'invitaient pour aller voir les matchs. Donc un gros amoureux de la ferveur marseillaise, évidemment, avec la souffrance que ça apporte. Et voilà quoi. Donc voilà, je voulais pas vraiment parler d'un truc en particulier, sauf si tu me poses une question, je veux bien te répondre. Ben, je vais te poser une question, ouais. C'est puisque tu dis que tu es joueur de pétanque, tu tires ou tu pointes? Ouais, je fais un peu les deux. J'ai fait le championnat du monde à Marseille en 2012 où j'ai perdu en demi-finale. Ah ouais, carrément. Ça a été, ouais, j'ai été champion du monde pour la Belgique en fait en 2000. Et donc à l'époque je descendais régulièrement faire la Marseillaise et tout ça, donc j'ai énormément de connexions parce que là-bas évidemment la pétanque c'est une religion tout comme l'OM, et beaucoup de connexions. Je suis un peu pote aussi avec Ayam, grand fan du groupe depuis leur début. Ouais. Donc et donc tu as dû affronter Souchot et compagnie. Pardon, je t'ai pas entendu. Je te disais, tu as dû affronter notamment Kenté et Suchot, du coup. Oula, oui.
Oui, c'est tous des potes, hein. Je les vois régulièrement, évidemment, parce que j'ai fait partie du... Là, je suis un petit peu plus en retrait maintenant, bien que je représente encore la Belgique. Mais ouais, tout ça, en demi-finale, c'est le fameux Dylan Rocher qui m'a défoncé à Marseille. Dylan Rocher. C'était d'ailleurs le dimanche, c'était le jour de OM-PSG, le 2-2 avec le doublé de Gignac. C'était le dimanche soir. Dylan Rocher, le Zidane de la pétanque. Comment? Dylan Rocher, c'est un peu le Zidane de la pétanque. Ah oui, ouais. C'est un truc de fou, admirable, une carrière admirable. En plus, un bon garçon, vraiment chouette, parce que c'est pas toujours le cas dans le milieu de la pétanque, les bons garçons. Et voilà. Donc je te dis, je vais pas monopoliser plus longtemps. Je vais laisser les grands auditeurs tacticiens. Bon, évidemment, je souffre. Voilà. Maintenant, moi, je pense que pour reparler vraiment foot, je veux qu'on gagne contre Brest parce que pour moi, je pense que Monaco et Lille ont des chances de perdre des points là ce week-end avec les deux affrontements qu'ils ont avec les deux qui jouent le maintien. Le Havre et je sais Angers, je pense, si je me trompe pas. Ouais, c'est une possibilité. Après, ils peuvent gagner tous les deux, mais c'est pas grave. Même s'ils gagnent, on a les cartes en main. On est second. Si tu gagnes tout jusqu'à la fin de la saison, tu resteras second. Ça s'appelle des mathématiques. Donc, à nous de faire le job, quoi. Battre Brest, je vois pas ça comme une mission insurmontable, surtout avec notre effectif. Ah non. Aller à Lille, si tu fais match nul, mathématiquement, ils resteront derrière toi. Ils te doubleront pas. Clair. Et après, il faut battre au Havre. Arrêtez, le Havre, c'est pas comme Montpellier parce qu'ils sont moins en crise et qu'ils joueront leur survie. Mais c'est le Havre, les gars. Je veux dire, je manque de respect à personne. Je suis conscient qu'on peut perdre contre tout le monde. Mais je n'aurais pas, moi, Sébastien Volpe, perdu Havre, non. Et alors, contre Rennes, le dernier match, s'il faut gagner pour être en Champions, le stade, ça va être une poudrière. On va être tous chauffés à blanc. Les Rennais, je les attends, là. Dédé. C'est vrai. Ouais, non, c'est clair. Moi, je suis assez confiant, voilà, parce que je pense que les autres vont continuer à perdre des points. Il n'y a pas trop de raison que. Mais c'est Brest qui me fait un peu peur. Je t'avoue que Brest me fait un petit peu peur. Si on prend ces 3 points contre Brest, je pense qu'on sera. Tu as raison d'avoir peur. En général. Moi aussi, je suis pas confiant en disant comme contre Montpellier, c'est bon, on va les éclater, tout ça. Non, Brest, c'est une jolie équipe. Ils ont fait un beau parcours, des belles prestations en Champions League. Donc il va falloir se méfier. Mais ils n'auront pas leur gardien, ils n'auront pas Ajorc manifestement, donc ils vont avoir quand même des atouts. Au moins, toi, quand tu fais un match et que tu n'as pas Greenwood, c'est pas pareil que quand tu fais un match et que tu as Greenwood pour marquer des buts. C'est clair. C'est clair. Ben moi, l'homme, il me, comment te dire, sa nonchalance, tout ça, ça me saoule un peu. Mais bon, voilà, au niveau du talent, forcément qu'il n'y a pas photo, que c'est le meilleur de l'équipe, il faut le mettre tout le temps, ça c'est clair. On est alignés tous les deux. Voilà, on a un dernier auditeur Dédé. Je te remercie beaucoup d'avoir appelé pour en plus nous dire des belles choses qu'on te régalait. Donc, et en plus, un champion de pétanque, un sport que j'adore, la pétanque. Moi, je suis plus pointeur que tireur, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui tirent. Bon, ça m'arrive de tirer quelques boules aussi, mais c'est vrai que c'est pas facile. Bon, pointer, c'est pas non plus de tout repos, mais les tireurs, surtout quand c'est à 10 mètres, c'est quand même assez impressionnant. Et on a un dernier auditeur pour finir cette émission en beauté. Merci de nous appeler, merci de participer à l'émission. Et on a François. Salut François. Bonjour. Bonjour. Comment il va François? Oui, ça va très très bien. Ça va très très bien, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire sur l'OM. Ça va très très bien pour ma part. J'aurais une question. Je t'écoute. Est-ce qu'il serait possible de savoir si l'argent de Wai, par rapport à son transfert, a déjà été réinvesti? Oh ben, je peux demander à Romain Canuti, à Slim et aux autres copains de poser la question, de faire marcher les réseaux et on pourra te répondre. Mais là, comme ça, moi, de but en blanc sur cette question, je ne vais pas te dire « oui, tu sais, ça a été réinvesti » ou « non, pas du tout ». Je ne vais pas m'inventer une vie et t'inventer une réponse pour faire « j'ai la science infuse ». Je préfère te dire on peut se renseigner et répondre à cette question. Pourquoi tu poses la question? Parce que je suis en train de réfléchir au futur mercato. C'est cet argent plus l'argent d'autres personnes qui vont être transférées. Plus, pour ma part, j'en suis sûr et certain, l'accession à la LDC. On devra avoir un beau petit portefeuille pour pouvoir s'acheter quand même une défense qui tiendrait plus que la route.
Ben oui, d'autant qu'il ne faut pas négliger non plus les recettes du stade et on est plus de 60 000 à chaque rencontre. Donc quand vous faites les comptes de ce que ça peut représenter, ça fait là aussi une jolie enveloppe. Après, c'est dommage qu'on tombe dans une période où les droits télé, il y a des problématiques, etc. Mais effectivement, s'il y a une qualification en Ligue des Champions, le projet va continuer de prendre de l'ampleur. On va certainement garder l'ossature actuelle avec les Holbjerg, les Benacer, les Rabiot, les Roulis, peut-être Balerdi, peut-être Greenwood, Meguiri. Donc ça te fait déjà, et puis si on garde Murillo, Garcia, ça te fait quand même déjà un bel effectif. Et on pourra enlever les joueurs qui ne donnent pas forcément entière satisfaction cette saison ou qui sont au club depuis longtemps. Je pense à Harit notamment. Et avec des ventes correctes, renforcer cet effectif parce que l'année prochaine, il faudra aussi plus de qualité pour être encore plus fort, mais aussi plus de quantité pour pouvoir faire face à toutes les compétitions. Bien sûr. Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Ouais. Par exemple, on va prendre le cas malheureusement de Wai. On sait qu'il y a des gens qui supportent la pression. Ouais. Et c'est évident que certains joueurs qui sont venus de l'extérieur pour arriver à l'OM n'ont pas la possibilité de supporter. Alors pourquoi on les prend? Je n'ai rien contre Wai ou contre d'autres, mais si on regarde d'autres joueurs qui sont peut-être un peu plus âgés, eux, ils y arrivent. Ouais. Alors, ne mettons peut-être pas systématiquement 25 ou 30 millions sur des gens qui viennent de Lens, de Montpellier ou je sais pas de quel autre club, qui ont une pression, mais par rapport à la France entière, Marseille, c'est le summum. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que je vais répondre à ta question par... j'aime bien à chaque fois les métaphores. Si là tu me dis j'ai un proche qui est décédé, je vais pas dire de nom pour pas me porter la poisse, je dis j'ai un proche de décédé et tu me dis comment tu réagis, Seb? Je me projette et je vais te dire écoute, si la personne est âgée, je serai un peu triste mais ça va aller parce que c'est dans l'ordre des choses, etc., etc. Ça c'est ce que je crois, ça c'est ce que j'imagine, ça c'est ce que je pense, ça c'est ce que je crois que je suis capable de faire. En vérité, la seule manière de savoir comment je vais réagir, c'est le jour où on va m'annoncer le décès de ce proche et je vais voir, peut-être que je vais m'effondrer psychologiquement parce que ça va être trop dur face à cette réalité, peut-être que je vais être encore plus détaché que ce que je l'imaginais. Tout ça pour te dire, la réaction que j'aurai face à un décès d'un proche, je ne peux pas la vivre conceptuellement sans être dans la situation et ressentir les choses. De la même façon, tu ne peux pas te dire quand tu recrutes un joueur, ce joueur va supporter la pression. Ce joueur ne va pas supporter la pression. Tu peux bien évidemment, François, tu peux bien évidemment avoir une forme d'intuition. Tu peux avoir un petit peu discuté avec le joueur, mais en vérité, c'est des mots. En vérité, c'est une impression, c'est une conviction. Mais il n'y a que quand tu verras jouer le joueur. Moi, si on m'avait dit, Sébastien Volpe, avec ce que j'avais vu des matchs de Brassier, tu penses qu'il fera une belle saison à l'OM? J'aurais dit ouais, le mec ça a l'air d'être un rock, il a l'air d'avoir du mental, donc oui, j'imagine bien Brassier faire une belle saison à l'Olympique de Marseille. Il s'est liquéfié. Moi, si tu m'avais dit, tu penses que Brassier il va se liquéfier, je t'aurais dit, non, Brassier, ça m'a l'air d'être un gaillard, il a l'air d'avoir du plomb dans la cervelle, il a l'air d'être... Voilà, ça va le faire. Le mec s'est liquéfié. Donc, quand tu reprends ton exemple de Wai, tu te dis, avant de recruter Wai, est-ce que Wai va flamber ou est-ce que Wai va être nul? C'est en le voyant que tu peux te dire, ouais, il n'a pas été bon, il n'a pas performé. Et là où je suis honnête avec moi-même et que je ne m'invente pas une vie du gars qui a toujours raison, c'est que quand on m'a dit Gouiri, j'ai dit non, Gouiri, avec son parcours, c'est irrégulier, je ne pense pas que ça ait une mentalité à mettre une bonne ambiance dans le groupe et à tirer tout le monde vers le haut. Tu sais quoi? Je me suis planté dans les grandes largeurs. Le mec nous a fait énormément de bien devant, il a marqué des buts décisifs, il travaille, il se bat, il a une bonne mentalité, mea culpa, monsieur Gouiri. Donc tout ça pour dire, c'est en voyant effectivement les prestations sur un terrain. Alors évidemment, quand on prend un Holbjerg, on se doute qu'il va supporter la pression. Parce que le mec, tu vois bien que c'est un leader, donc tu sais qu'à peu près ça va bien se passer.
Mais un Balerdi, par exemple, quand on l'a recruté, le nombre de boulettes qu'il nous a fait, on n'en pouvait plus. Avant qu'il devienne le Balerdi plus conquérant qu'on connaît maintenant, plus rassurant, et il en a passé des épisodes où ça allait pas. Pour autant, c'était Balerdi. Donc c'est difficile. Il y a quelques joueurs où tu peux savoir. Alexis Sanchez, tu le prends, tu sais que ça va performer. Mais voilà, Holberg, Alexis Sanchez, Rabiot, tu sais que ces gens-là, mais parce que c'est le top niveau. Après, les autres, tu es obligé de faire un pari. Mais je pense que dans certains cas, il y a quand même une certaine forme de fumisterie, dans le sens où, par exemple, on va reprendre malheureusement le cas de Wai, il devrait savoir, au lieu de éventuellement penser à prendre un chèque de 25 ou 30 millions, est-ce que je vais avoir la capacité de pouvoir supporter l'OM? Il faut déjà être clair avant de déjà commencer à penser à signer. Je ne sais pas si moi demain je change d'établissement dans mon travail. Si par exemple demain je suis dans un petit bar de quartier, est-ce que j'ai la possibilité, au lieu de passer de 1 000 euros à 5 000 euros ou 10 000 euros, est-ce que je vais avoir la capacité de pouvoir aller dans cet établissement? Je ne sais pas si on voit bien ce que je veux dire. Ouais, je vois tout à fait. Mais là tu parles de l'honnêteté des gens. Et malheureusement, moi, j'ai eu plein de potes où, quand il y avait un poste à pourvoir, il fallait avoir des notions correctes en informatique. Et les mecs, c'était des masters en informatique. Et je leur disais, tu peux pas les postuler pour le poste, tu connais rien en informatique. Oui, mais je me formerai sur le tas. T'inquiète, ce poste, il m'intéresse. Géographiquement, c'est intéressant. Le salaire est très bien pour moi. Donc, et les mecs passaient l'entretien. Et vos compétences en informatique, je suis un monstre en Excel, je suis un monstre en Word, je suis un monstre en ce que tu veux, et tout ça pour avoir le poste. Donc c'était pas honnête. Wai, on lui propose de venir jouer à l'OM, il ne peut pas dire « Ah non, je suis désolé, je ne vais pas relever le challenge, je ne me sens pas capable ». Évidemment que lui, il a envie de goûter à ça, qu'il a envie de voir ce que ça peut lui apporter, de voir lui-même s'il peut se challenger, et il vient. Après, nous, on est déçus, mais le joueur dira jamais, aucun joueur dira jamais « Non, je ne me sens pas capable ». Ou alors c'est qu'il a une telle défiance de lui-même et un tel manque de confiance et d'assurance pour pouvoir tenir des propos pareils. Donc forcément, si c'est des joueurs professionnels, François, c'est que déjà, ils sont depuis très jeunes dans une mentalité de guerrier, de vainqueur. Ils ont un ego comme Macao. Même le dernier joueur de Ligue 1, c'est un monstre parmi tous les gens. Moi, j'en ai vu combien des joueurs quand j'étais jeune, et même après sur les terrains amateurs et tout. Et les mecs, ils percent pas tous. Donc ceux qui arrivent tout en haut, c'est déjà que dans leur tête, c'est des monstres de volonté. Ils ont des qualités et ils ont surtout un gros ego et une confiance en eux. Donc, de facto, tu ne peux pas dire à des gens qui ont réussi, puisqu'ils sont professionnels dans le foot, tu voudrais jouer à l'OM? Non, je ne m'en sens pas capable. Tout le monde va te dire oui, je veux jouer à l'OM. C'est presque une forme d'aboutissement. Donc, d'accord. C'est plus aux dirigeants à se dire, est-ce que Wai, la probabilité qu'il réussisse à l'OM, mais comme j'ai été honnête, je vous ai dit, moi, quand on m'a dit, Seb, Gouiri, tu le prendrais? Aujourd'hui, Gouiri, il performe. Je pourrais dire, ah ben oui, moi j'avais dit Gouiri. Non, déjà il y a des bandes, donc je suis pas un gaga. Je sais très bien qu'on peut repasser des vidéos. Et surtout, même sans avoir repassé des vidéos, j'assume toujours mes propos. Et j'ai dit, Gouiri, je pense qu'avec sa mentalité, je pense que c'est pas un joueur constant. Moi, je le vois pas réussir à l'OM. Donc je le prendrai pas. Ben, eux, ils l'ont pris quand même, et ils ont eu raison, et moi tort. Wai, j'aurais dit, je le prendrai pas. Ils l'ont pris, là c'est eux qui ont eu tort. Mais en fait, on s'en fout de savoir qui a tort ou qui a raison. Nous, ce qu'on veut, c'est que les joueurs réussissent à l'OM. Mais que ce soit, François, sous Pape Diouf, sur Bernard Tapie, sous Longoria, sous qui tu voudras, et j'ai dit Pape Diouf et Tapie parce que pour moi, ça a été de l'ère moderne les deux plus grands présidents, mais tu as fait des erreurs de fou. Quand tu as vendu Drogba 40 millions, pas loin de 40 millions d'euros, j'arrondis un peu à la hausse, tu as pris Lindoula, tu as pris, bref, je ne vais pas refaire le listing des joueurs qu'on a achetés. Pardon, ça n'a pas été très judicieux. C'était monsieur Pape Diouf. Bernard Tapie, quand il est revenu directeur sportif à l'OM et pas pendant sa période de présidence, il a acheté des joueurs, je n'ai pas compris. Donc, il n'y a personne qui peut faire un mercato qui a 100% de réussite. Alors là, Gouiri, ça marche. Comment dirais-je, Wai, ça n'a pas marché. Mais même dans une saison, c'est surprenant. Enrique, c'était moyen. Enrique, c'est devenu un monstre sacré du foot. Il marquait à tous les matchs, il faisait des diffs à tous les matchs. Et aujourd'hui, c'est l'ombre de lui-même. Donc tu vois bien, François, qu'à
à travers même un seul joueur, Enrique en l'occurrence dans mon exemple, le mec peut être moyen en début de saison, qui lui valait un peu les foudres de Romain Ring, exceptionnel en milieu de saison, qui a valu mes félicitations. Et aujourd'hui, franchement, Luis Enrique, chaque fois que je le vois sur la pelouse, j'ai du mal. Et peut-être que, par magie, il va marquer contre Brest et qu'on dira « Ouais, Luis Enrique, ça y est, il est revenu » ou qu'il va nous délivrer face à Lille. C'est trop dur, en fait. Tu peux pas, c'est pas une science exacte, je comprends ce que tu dis, mais le joueur aura toujours envie de venir à l'OM parce que ça fait rêver pour cette mentalité, pour ce public, pour ses émotions, c'est ce qu'a dit lui-même De Zerbi. Et donc, et les dirigeants, ils se tromperont toujours. Tu peux pas faire une 100 fois. Tu peux pas. Si je peux, j'aurais une dernière question, et puis après je vais laisser parce qu'il y aura sûrement encore... Non, c'est fini, c'est midi. Comment? C'est fini, après toi, je coupe. D'accord. Chose obligée, là, parce que là, ça m'énerve. Pourquoi la direction de tous les clubs, sans exception, part automatiquement 2 mois ou 3 mois avant la fin de la saison, des transferts indirectement, psychologiquement, ça peut jouer. On peut voir que, par exemple, Greenwood, Enrique ou d'autres joueurs dans d'autres clubs commencent à déphaser par rapport à des propos qui vont se tenir dans 2-3 mois. Tenir ça en sous-marin, comme ils l'ont fait des fois avec certains joueurs, disons, pourquoi ça clique sur des touches? C'est toi avec ton téléphone? J'ai compris ta question, je te coupe, j'ai parfaitement compris ta question. Marine, comme il y a des bruits de touches, si tu peux couper, et je remercie François de son appel et de sa participation. Ça continue de cliquer là. S'il n'y a plus François, c'est que c'est à la régie. Donc, j'ai compris ce que tu me disais, François. Parce que, en fait, gouverner, c'est prévoir, François. Tu ne peux pas, d'un coup, te réveiller un 1er juillet ou un 1er juin, te dire, ça y est, on est en Ligue des Champions. Alors, qui on va recruter? Ça y est, on est en Ligue des Champions, alors on va prendre qui? On va prendre lui, peut-être lui, on va vendre lui. Ça ne marche pas comme ça, tu l'imagines. Donc, Benatia, Longoria... les scouts et compagnie, qu'est-ce qu'ils font tout au long de l'année? Ils voient des pistes, ils sondent les joueurs. Allô, est-ce que ça te dirait de venir chez moi, etc. Tu le vois, nous, ce qui s'est passé avec Laporte. Allô, Laporte, est-ce que tu voudrais revenir d'Arabie Saoudite pour jouer avec l'Olympique de Marseille? Pourquoi pas uniquement s'il y a la Ligue des Champions? Ok, très bien. Ils sondent d'autres pistes, ils mettent en concurrence. Mais ça, c'est normal, François. Tu peux pas, au dernier moment, à la dernière minute, te dire « Oh, on va recruter qui ?» Donc, c'est normal que tu sois prévoyant. Là où je te rejoins, et ça fait partie du journalisme, c'est qu'il y a toujours des gars qui sont là en train de dire, l'agent du joueur qui a un pote journaliste qui va lui dire oh, c'est l'agent de Laporte, tu sais pas, la dernière, il y a Benatia qui m'a appelé hier pour me demander si Laporte il voulait venir à l'OM, et c'est ce qui se passe avec Enrique. L'Inter de Milan est en train de réfléchir à son futur effectif pour la saison prochaine. Ils ont sondé l'OM sur Enrique, ils ont sondé le joueur, et il y a un journaliste au milieu de tout ça qui a un pote, soit que c'est l'agent, soit c'est un proche, soit c'est le frère d'Enrique. Un jour, il est rentré chez lui, il a dit ouais, l'Inter de Milan m'a contacté, et puis son frère, il fait un paddle avec un pote qui est journaliste, et il lui a dit, tu sais pas quoi, mon frère, il a été contacté par l'Inter, et l'autre, il en fait son papier. C'est comme ça, c'est la vie du foot, c'est surexposé, c'est surmédiatisé, donc il y a toujours quelqu'un qui arrive à savoir. Des fois, tu as de l'administratif en interne, tu as des mecs qui entendent aux portes, tu en as des multitudes de façons que l'info elle circule. C'est difficile d'avoir une information qui est cantonnée, tu sais rien du truc, tu vois. Donc c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et je suis d'accord avec toi. Le fait qu'on entende dans la presse, oui, Luis Enrique est d'accord avec l'Inter de Milan, ça va certainement se boucler et tout, ça joue dans la tête du joueur. Il est peut-être moins s'impliquer, il a peut-être peur de se blesser, que son transfert capote. Il y a une multitude de raisons, je suis d'accord avec toi, mais après c'est le foot. Les dirigeants sont prévenants, ils anticipent leur prochain effectif, et les journalistes font leur boulot de journaliste, donc voilà. Mais après, je comprends ta frustration. Voilà, c'est comme ça qu'il y a des infos qui sortent, et ça met la pression effectivement à tout le monde. Voilà.
Les amis, je pense qu'on s'est fait une belle émission, c'est 12h05, j'ai légèrement dépassé parce que j'ai eu 3 appels et j'en suis très fier et je suis très content que vous saisissiez l'opportunité d'échanger avec nous, comme a pu le faire Dédé qui nous a félicité pour nos émissions. Ça fait toujours plaisir à entendre, même si c'est pour pas forcément dire quelque chose sur l'actualité de l'OM, mais nous remercier, ça fait toujours chaud au cœur. Les amis, merci beaucoup. On se retrouve demain, en tout cas avec moi, pour un nouveau talk show. Je vous embrasse, bye bye.